Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Au sommaire de cette édition, nous parlerons coopération. Le Togo va contribuer à faire convoyer l'aide humanitaire des Nations Unies vers le Niger, dont la population en général continue par essuyer les répercussions des restrictions imposées par la CEDEAO au lendemain du coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Nous nous intéresserons également au secteur éducatif alors que les choses s'activent pour la reprise des classes le lundi prochain. Nous ferons un point sur les nouvelles perspectives en vue annoncées par les autorités de tutelle dans le but d'améliorer l'encadrement des apprenants. Au-delà de nos frontières, Paul Kagame, l'actuel président rwandais, a annoncé qu'il sera bel et bien candidat au prochain scrutin présidentiel censé se tenir en août 2024. Les enjeux autour de cette nouvelle candidature de l'ex-rebelle dans cette édition. Puis lors de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé l'argent utilisé par les pays occidentaux pour la guerre, ceci au détriment du continent africain qui ploie sous des dettes. Voilà, c'est tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Le cadre de concertation des ministres en charge de la formation et de l'insertion professionnelle de l'espace UEMOA met en place de nouvelles stratégies pour garantir une meilleure insertion professionnelle aux jeunes de l'espace. De nouvelles stratégies, donc de nouvelles dispositions ainsi que de nouvelles initiatives. On voit cela dans le reportage qui suit. Il est signé Promis Ekpomebi. L'accès aux emplois décents reste un réel défi pour les jeunes dans l'espace UEMOA. Ils sont très souvent confrontés au chômage, au sous-emploi et au manque de conditions décentes de travail. Dès lors, faciliter l'accès au monde de l'emploi pour les jeunes et surtout leur garantir de travailler dans de meilleures conditions se retrouve au cœur des politiques nationales, des actions des organisations de la société civile et des partenaires au développement. En vue de trouver solution à la problématique de l'accès à l'emploi particulièrement auprès des jeunes, le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA œuvre à instaurer un mécanisme adéquat permettant aux jeunes d'accéder aux meilleurs renseignements devant les guider dans leur quête d'emploi. Entre réflexion et prise de décision, l'objectif est unique, rechercher des solutions décentes et durables dont les impacts devront susciter l'espérance au sein des populations cibles. Les ministres en charge de l'emploi dans l'Union envisagent la mise en place d'un observatoire sous-régional d'emploi avec des démembrements nationaux chargés de surveiller la dynamique de l'emploi dans l'espace. Ils veulent également poursuivre l'harmonisation de l'élaboration des curricula de formation dans les pays membres de l'Union, la mutualisation des outils de ressources de formation professionnelle avec l'adhésion du Cameroun, pays non membre de l'espace communautaire, à la plateforme de mutualisation. Autre projet phare, le programme régional pour la formation professionnelle PROFOR, en vue de promouvoir et de développer les compétences techniques et professionnelles dans l'espace. Si les dispositions précédentes restent communautaires avec certes des applications au niveau de chaque pays, le Togo œuvre également de son côté à la réduction considérable du chômage et du sous-emploi. L'on note entre autres initiatives la mise en place des IFAD, misant ainsi sur la formation pratique, ciblant les secteurs porteurs, la digitalisation, le partenariat public-privé pour la création de plateformes industrielles et l'amélioration du climat des affaires. Éducation à présent, des perspectives sont en vue pour l'année scolaire prochaine qui débute dans quelques jours. À en croire les décideurs, ce sont des initiatives qui participeront au bon encadrement des apprenants. Les précisions dans le reportage qui suit, il est de Nadège Arlidia. Pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, les autorités en charge de l'éducation projettent des réformes à mettre en œuvre. L'idée, c'est de garantir aux apprenants une réussite à terme de l'année scolaire. Au rang de ces réformes, l'on note une introduction de l'anglais au préscolaire et au primaire qui est la récente réforme, le recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves enseignants qui servirait à redynamiser le secteur, ainsi que la mise en application d'un arrêté traitant des conditions de correction des épreuves aux examens. Toujours parmi les réformes, il est prévu la construction d'une centaine d'établissements scolaires pour garantir la capacité d'accueil et le renforcement des allocations en ressources humaines qui se fera grâce au nouveau recrutement. Le fonctionnement des périmètres pédagogiques définis comme étant un cadre de formation en continu des professeurs sera également revu
et améliorée pour garantir aux élèves une éducation fondée sur de bonnes valeurs. L'élaboration des manuels de citoyenneté, mais aussi de sciences a été annoncée. Enfants sont également projetés l'articulation entre les niveaux d'enseignement, une technique qui aura à favoriser une bonne intégration des apprenants qui passent à un niveau supérieur et la formation à l'endroit des surveillants d'école pour faire de ces derniers des conseillers principaux d'éducation qui s'impliqueront plus dans la réussite des élèves. On rappelle, une série d'initiatives avait également été entreprise l'année dernière pour la même cause. 4700 nouveaux enseignants ont fait leur entrée dans le système. Le nombre d'élèves par enseignant est passé de 59 à 53 en moyenne. Les écoles normales de formation des professeurs d'école ont été rouvertes pour 2656 élèves professeurs. Au lieu d'1 an, la durée de leur formation est passée à 2 ans afin de leur permettre d'avoir plus d'expérience. De nouveaux manuels de français et de mathématiques, jugés plus pratiques, ont été produits et introduits dans l'apprentissage au primaire et il y a eu une orientation scolaire et professionnelle beaucoup plus efficace d'après les notes officielles. Et pendant ce temps, les actions se multiplient à l'endroit de la population de la région septentrionale du Togo et ceci en vue de renforcer leur résilience. Les sinistrés de la région ont bénéficié de plusieurs dons, mais avant cela, nous vous proposons dans le reportage qui suit quelques initiatives qui ont été entreprises à l'endroit des populations de la dite région Promise Pomébé, Nadège, Arlia. La région des Savanes fait depuis un moment l'objet d'initiatives et d'actions accélérées destinées à réduire de manière significative la pauvreté, renforcer le dispositif de protection sécuritaire, mais aussi fournir des appuis nécessaires à une résilience face aux vulnérabilités. En début 2023, le programme d'urgence pour la région des Savanes PURS établissait un bilan de 50 milliards de francs CFA engagés pour des réalisations dans la région. Environ 5 à 20% du réseau de pistes rurales ont été améliorés, 80 000 personnes ont eu accès à l'eau potable et 15 000 ménages l'accès à l'électricité. Le PURS, c'est aussi des kits distribués aux agriculteurs constitués de semences certifiées, de cultures maraîchères, d'outils maraîchers, de fertilisants et de biopesticides afin de contribuer et améliorer la productivité et la production des exploitations agricoles. Toujours dans la perspective de renforcer la résilience des personnes sinistrées et améliorer leurs conditions de vie, les autorités togolaises ont accordé des dons de vivres et non-vivres aux ménages victimes des catastrophes naturelles dans la dite région. Ils sont au total 400 personnes dans les 7 préfectures de la région des Savanes à bénéficier de l'assistance. L'idée est de leur permettre de se réinstaller et vivre dans les conditions acceptables, surtout avec la menace sécuritaire pesant sur la région. En 2017, le Togo a mis sur pied un projet de numérique et d'énergie solaire dénommé CISO pour électrifier les zones rurales hors réseau afin d'améliorer les conditions de vie des populations togolaises. À l'heure actuelle, plus de 130 000 kits scolaires sont distribués aux ménages. Constat fait par Bernard Quinvy. L'État togolais projette dans les années à venir une large couverture territoriale en énergie électrique. Pour y arriver, le pays a initié plusieurs projets d'électrification parmi lesquels se trouve le projet CISO mis en place en 2017. L'objectif est d'électrifier les zones rurales hors réseau afin d'améliorer les conditions de vie des Togolais, dont une majorité de femmes, en fournissant l'électricité à 300 000 ménages à l'horizon 2025. Selon le bilan provisoire, à fin juin 2023, 134 431 kits solaires ont été distribués aux ménages sur toute l'étendue du territoire. Ces kits solaires permettent aux populations, notamment dans les régions rurales, de couvrir leurs besoins primaires. Par ailleurs, le projet a aussi prévu dans sa composante sociale d'électrifier environ 800 centres de santé, d'équiper 1000 adductions d'eau villageoises, 3000 petites exploitations agricoles en système solaire individuel de pompage d'eau ou d'irrigation. Le secteur agricole est également à l'ordre du jour dans cette édition. Intéressons-nous à la production risicole du pays et particulièrement aux différentes mesures prises pour satisfaire convenablement les besoins de la population. De la stratégie nationale de développement de la riziculture au plan de développement risicole, les ambitions du pays sont très grandes.
Deuxième céréale la plus consommée au Togo après le maïs, le riz occupe une place importante dans l'alimentation des Togolais. Toutes deux représentent une garantie pour la sécurité alimentaire du pays. Alors que la production de la filière rizicole s'élevait à plus de 150 000 tonnes en 2020, soit 4% de plus que l'année précédente, les campagnes 2021 et 2022 ont respectivement enregistré 165 500 et 171 800 tonnes de production. La céréale étant très demandée et les besoins nationaux étant satisfaits à 32% par la production locale, certaines localités sont réputées pour leur riz de qualité, comme Mission Tové et Covier. Après la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2008-2018, qui visait l'accroissement des superficies de production, l'amélioration des rendements et l'augmentation de la production, le Togo a lancé un nouveau plan de développement. Ce dernier a pour objectif d'atteindre une riziculture durable, compétitive, inclusive, génératrice d'emplois et contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus des acteurs, ainsi qu'à l'équilibre de la balance commerciale à l'horizon 2030. Estimé à 987 milliards de francs CFA, le plan veut produire et transformer 817 004 tonnes de riz padis, l'équivalent de 490 202 tonnes de riz blanc, d'ici 2030, pour couvrir les besoins projetés. L'initiative prévoit également l'aménagement de 17 800 hectares pour la production irriguée, 51 600 hectares pour le riz de bas-fond, ainsi que la création de 314 000 emplois directs. Après de grands projets tels que le Partam ou le PTPRK, qui ont permis d'accroître la production dans la région maritime et celle de la Kara, la nouvelle stratégie promet de plus grandes performances avec pour but de couvrir entièrement la demande intérieure. Alors que le Niger continue par suffoquer sous les restrictions qui lui ont été imposées par la CEDEAO ainsi que la fermeture des frontières, le Togo a décidé de contribuer à atténuer la situation. Le pays se dit disponible à faire convoyer l'aide humanitaire des Nations Unies vers la population nigérienne. Kofi Kligé, Gloire Lodonou. Suite à l'appel du sous-secrétaire général de l'ONU en charge des affaires humanitaires et de la coordination des secours d'urgence, le Togo a répondu favorable à une collaboration afin de venir en aide aux populations nigériennes. Le pays entend faciliter le travail des agences humanitaires des Nations Unies qui apportent une assistance vitale aux populations vulnérables dans le contexte de la crise politico-sécuritaire. Par l'entremise de la CEDEAO, les Nations Unies ont sollicité 3 pays côtiers pour faciliter l'acheminement des aides au Niger. Il s'agit du Nigeria, du Bénin et du Togo. Le Bénin a été le premier pays à donner son accord, suivi du Togo. Cependant, le Niger a refusé l'offre béninoise, estimant que le Bénin joue un rôle de premier plan dans l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Ainsi, à la frontière bénino-nigérienne, une trentaine de camions chargés de produits nutritionnels et de médicaments restent bloqués. Le Togo se propose alors comme un plan B. Ceci, précise la diplomatie togolaise, dans l'intérêt du peuple frère nigérien et de notre communauté, lit-on dans le courrier réponse adressé à la commission de la CEDEAO. Actualité au-delà de nos frontières, dans un message consulté mercredi sur les réseaux sociaux, une alliance de groupes armés du nord du Mali, dont la principale composante est la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, dit avoir perdu 8 hommes dans une récente opération contre l'armée malienne. Elle indique également avoir tué 35 soldats, fait des dizaines d'autres blessés, mis 2 avions de chasse hors service ainsi que plusieurs prisonniers. Une version différente de celle de l'armée malienne sur les événements de dimanche à Léré, dans la région de Tombouctou, où la CMA a attaqué 2 camps militaires. L'armée avait indiqué que seulement 5 soldats avaient été tués et que 11 autres étaient portés disparus. Elle avait également admis avoir perdu un avion, mais dit avoir neutralisé plus d'une trentaine d'assaillants. Actualité au Gabon, 6 personnes dont Noureddin Bongo Valentin, le fils aîné de Ali Bongo, et Jessie Ella
et Kouga, l'ancien porte-parole de la présidence, ont été mis en examen hier, mardi, et placés en détention provisoire. Les chefs d'inculpation lors de leurs arrestations, soit haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants, ont été retenus pour leur mise en examen. C'est ce qu'a indiqué le procureur de Libreville, André-Patrick Roponat. Les présumés coupables, pour rappel, avaient été arrêtés le 30 août dernier à la suite d'un coup d'état militaire, des perquisitions à leur domicile, retransmises abondamment par la télévision d'État, les montraient au pied de malles, valises et sacs débordants de liasses de billets de banque. Fermons ce registre pour nous intéresser au Kenya, nostalgie au sein de ce pays. 10 ans déjà que l'attaque du Westgate a eu lieu à Nairobi, la capitale du pays. C'était en 21 septembre 2013. Alors que les cœurs sont encore meurtris par la disparition de 67 personnes victimes de cette attaque, une survivante de ce drame nous replonge dans les événements. Le reportage. Loï Awad se trouvait dans le centre commercial Westgate à Nairobi au Kenya lorsque des extrémistes d'Al-Shabaab ont ouvert le feu le 21 septembre 2013, tuant 67 personnes. 10 ans plus tard, elle se souvient des longues heures qu'elle a passées cachée sous une table durant l'une des attaques les plus meurtrières au Kenya. Il y avait un tireur de l'autre côté des baies vitrées. Je n'ai pas tourné la tête, mais je pouvais entendre le bruit des balles qui tombaient au sol. Je savais ce que ça voulait dire. Le tireur est juste là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à imaginer le pire. Loï fait partie des 1000 personnes sauvées de ce carnage qui aura duré 4 jours avant que les forces de sécurité ne reprennent le contrôle. Aujourd'hui âgée de 33 ans, elle raconte comment cette expérience a changé sa vie. Après ça, tout a changé. Ma façon de penser n'était plus la même. Cela a affecté ma perception du monde. Car j'étais très jeune, j'avais 22 ou 23 ans. Et avant ça, tout allait bien dans ma vie, je menais une vie normale. Après le siège, j'ai commencé à réfléchir à des choses comme la guerre, la mort, les génocides et je me suis posé plein de questions. 2 ans après le siège de Westgate, des combattants d'Al-Shabaab ont attaqué une université dans l'est du Kenya, tuant 148 personnes, presque tous des étudiants. C'était la deuxième attaque la plus meurtrière de l'histoire du pays, juste après l'attentat à la bombe d'Al-Qaïda contre l'ambassade des États-Unis à Nairobi, qui a fait 213 morts en 1998. Puis, on vous en parlait à l'entame de cette édition. Paul Kagame, le président rwandais, s'est finalement prononcé de façon ouverte sur sa probable candidature au scrutin présidentiel de août 2024. L'ex-rebelle compte briguer en 4e mandat. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé qu'il prévoyait d'être candidat pour un 4e mandat lors des élections présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent, je les servirai toujours, je suis bel et bien candidat, a déclaré le chef d'État rwandais âgé de 65 ans dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique publié mardi. Kagame, qui n'avait jusque-là pas ouvertement exprimé ses intentions, avait quand même préparé le terrain. L'homme fort du Rwanda depuis le génocide de 1994, président depuis 2000, Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, ce qui pourrait lui permettre de gouverner jusqu'en 2034. L'annonce de sa candidature n'est donc pas surprenante, faut-il rappeler qu'en 2022, Kagame avait aussi déclaré à France 24, une chaîne d'information française, qu'il envisagerait de se présenter pendant les 20 prochaines années. Lors du dernier scrutin en 2017, Paul Kagame avait été réélu pour 7 ans avec près de 99% des voix. Le tremblement de terre ayant sévi au Maroc il y a plus d'une semaine déjà n'a pas manqué d'emporter des infrastructures scolaires. Cela n'a pourtant pas empêché la reprise des classes dans la ville d'Asni par exemple, où des tentes ont été érigées en guise de salles de classe par les autorités du pays.
Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour beaucoup d'élèves marocains, mais avec les dégâts causés par le séisme du 8 septembre, le retour à l'école est différent cette année. Dans la petite ville d'Asni au sud de Marrakech, les tentes font désormais office de salle de classe. Le ministère de l'Éducation en a monté 32 pour accueillir les 2800 collégiens et lycéens du secteur. Dans un premier temps, nous avons recensé 242 écoles touchées par le séisme, dont 32 ont été complètement détruites. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour reconstruire ces écoles dans les plus brefs délais. Tout en garantissant la poursuite des enseignements et le retour des élèves et des enseignants dans leur salle de classe. Depuis le début de la semaine, les professeurs observent la résilience de certains élèves des provinces d'Al-Raouz et de Chikawa durement touchés par le séisme. Pour ces élèves qui parcourent des kilomètres pour assister aux cours, l'école est plus qu'une question d'éducation, c'est un échappatoire. Le site contient 32 grandes tentes pour accueillir les élèves. 16 tentes sont réservées pour ceux du collège et les 16 autres pour les élèves du lycée professionnel. Les autorités locales assurent poursuivre leurs efforts visant à rétablir au plus vite les services publics liés à l'éducation, conformément aux directives du roi Mohamed VI. Au total, 530 écoles et 55 internats à travers le royaume ont été endommagés. La situation, jugée préoccupante par l'UNESCO, affecte 1 million d'élèves marocains. Mardi, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York aux États-Unis, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, est revenu sur l'utilisation faite des fonds. Il déplore l'allocation de fortes sommes aux efforts de guerre alors que les pays en voie de développement, particulièrement ceux africains, continuent par payer le prix des faits dont ils ont été victimes, comme le montre l'histoire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé mardi à la tribune de l'ONU les sommes dépensées pour la guerre plutôt qu'au financement du développement des plus vulnérables. Il a appelé à favoriser des financements accessibles et durables pour aider les pays en voie de développement qui croulent sous le poids de leurs dettes. Plusieurs siècles après la fin de la traite des esclaves et plusieurs décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources de l'Afrique, les peuples de notre continent supportent une fois de plus le coût de l'industrialisation et du développement des nations riches du monde. C'est un prix que les peuples d'Afrique ne sont plus prêts à payer. En prélude à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays en développement ont rappelé le reste du monde à leur promesse d'améliorer le sort de l'humanité d'ici à 2030. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains. La richesse minérale présente dans la terre de l'Afrique doit en fin de compte revenir aux Africains. Nous exhortons les dirigeants mondiaux à accélérer la décarbonisation mondiale, tout en favorisant l'égalité et le partage de la prospérité. Ramaphosa a appelé depuis New York à soutenir la prévention et le maintien de la paix, notamment en Afrique. Le récent coup d'État au Gabon est le 8e en Afrique depuis 2020. Le précédent avait vu des militaires prendre le pouvoir au Niger en juillet dernier. Ainsi donc va le Togo, ainsi va le continent africain. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.